Bonjour à tous, j'ai décidé de vous proposer de nouveaux contenus à partir de maintenant, des contenus que j'espère vous trouverez attrayants autour des entrepreneurs qui ont eu des réussites exceptionnelles et dont on parle pas forcément aujourd'hui. Et donc voilà, je voudrais vous faire des épisodes de podcast qui vous racontent comme ça de grandes histoires d'entrepreneurs. Et pour ce premier épisode, j'ai choisi de vous raconter l'histoire de la réussite de Marcel Dassault, l'ingénieur qui a refusé de mourir. Avril 1945, un avion Junker 52 se pose sur le tarmac du Bourget. À bord se trouve un homme squelettique, presque paralysé, à peine capable de marcher. Son matricule à Buchenwald, 396 11. Son nom d'origine, Marcel Blore. Quelques mois plus tôt, cet ingénieur de 52 ans aurait dû mourir. Les nazis lui ont proposé de diriger leurs usines et à cette époque, Marcel a refusé. Les SS ont découvert sa fausse identité. Il aurait dû être exécuté. Mais des résistants communistes l'ont caché, lui ont donné l'identité d'un mort, l'ont maintenu en vie. Pourquoi ? Comment un ingénieur juif déporté va-t-il devenir le fondateur de l'un des fleurons de l'industrie française ? Comment ces avions Mirage vont-ils conquérir le monde entier ? Et pourquoi versera-t-il chaque année, jusqu'à sa mort, de l'argent au journal communiste d'Humanité ? Ceci est l'histoire extraordinaire de Marcel Dassault que j'ai donc choisi pour ce premier podcast d'entrepreneurs extraordinaires. Juin 1940, la France s'effondre, Marcel Blore se réfugie dans sa villa à Cannes, mais la presse collaborationniste se déchaîne alors contre le juif Marcel Blore. Le journal Gringoire le désigne comme ennemi public. Le 6 octobre 1940, il est arrêté par le gouvernement de Vichy, interné administrativement, d'abord à Pellevoisin dans l'Indre, puis à Val-les-Bains en Ardèche. Avec lui, Marx Dormoy, Vincent Auriol, Georges Mandel, des personnalités de la République. Janvier 1941, libéré et assigné à résidence à Thiers, mais la campagne antisémite continue. On l'accuse d'avoir extorqué 100 millions de francs à l'État. Avril 1941, réincarcéré à Thiers, puis transféré à la maison d'arrêt de Riom. En octobre 1941, il est alors libéré sous caution, arrêté quelques heures après par le même ministre. En mars 1943, il a été transféré à la prison hôpital d'Écully, qui se trouve près de Lyon. Ses problèmes de santé justifient le transfert. C'est là qu'il contracte la diphtérie, une maladie grave, alors des voies respiratoires qui le laissera affaibli. Mars 1944, la Gestapo frappe. Les raisons précises ne sont pas claires, mais la Gestapo arrête Marcel Blore, direction la prison de Montluc à Lyon. Son compagnon de cellule se trouve être André Froissart, futur académicien. Sa femme Madeleine et son fils Claude sont aussi arrêtés le 30 mars, mais relâchés le lendemain.
Marcel les retrouve avec son fils Serge au camp de Drancy en juillet. 25 août 1944, le dernier convoi, alors que Paris est en train d'être libéré, eh bien, Marcel Blore est déporté à Buchenwald. Sans sa famille, il a alors 52 ans, il est déjà malade de la diphtérie, il sait qu'il ne survivra probablement pas. Donc Buchenwald, pour lui, c'est la mort programmée. Matricule donc 396 11, triangle rouge du prisonnier politique, de santé fragile. Marcel Blore aurait dû mourir rapidement dans ce camp particulièrement dur. Mais il est repéré par Henri Fragère, un résistant, le signale au comité des intérêts français dirigé par Marcel Paul, membre du Parti communiste français et chef de l'organisation clandestine du camp. Marcel Paul lui dit simplement: à partir de maintenant, vous êtes sous la protection du Parti communiste français. Pourquoi ? Parce que Marcel Blore avait accordé la première semaine de congé payé à ses ouvriers dès 1935, un an avant la loi du Front populaire. Donc les communistes n'ont pas oublié, si vous voulez, ce geste que Marcel Blore a eu à l'époque. Le jeu du chat et de la souris. Les nazis ne sont pas dupes. On donne à Marcel Blore le matricule d'un déporté mort en février à Dora pour le protéger. Mais un SS repère la substitution et le dénonce. Le commandant du camp en informe le ministère de l'Air allemand. Marcel Blore est convoqué dans une villa à l'extérieur du camp. Des représentants du ministère de l'Air et du ministère du Travail sont là. Il lui propose alors de diriger une usine. Marcel Blore refuse. Il doit craindre le pire. Pour le protéger une nouvelle fois, le comité international clandestin lui donne encore le matricule et l'identité d'un mort. Il est alors hospitalisé à Revier, pour ne pas se faire repérer. Malade et épuisé, souffrant toujours de la diphtérie, il est ensuite admis au bloc 61 du petit camp où on veille alors sur lui. 8 avril 1945 sonne l'heure de la dernière épreuve. Quelques jours avant la libération, les Allemands décident d'évacuer vers l'Autriche les hommes qu'ils jugent valides. Marcel est désigné. Voilà donc une citation des mémoires de Marcel Dassault qui dit « Je me trouvais sur les rangs lorsqu'un homme portant un brassard qui indiquait sa qualité de policier du camp me dit « Suivez-moi, vous êtes sous la protection du Parti communiste ». Il me conduisit à un autre bloc où le tri pour le départ avait déjà été fait, ce qui me permit d'attendre 3 jours la libération du camp. 11 avril 1945, les Américains libèrent alors Buchenwald. 23 avril 1945, un Junker 52 ramène Marcel Blore en France. C'est alors le moment de la Renaissance. Marcel Blore est mort à Buchenwald. Marcel Blore confie à son retour, c'est ce qu'il dit. Marcel Blore est mort à Buchenwald. 3 métamorphoses vont alors marquer sa renaissance. 1. La conversion religieuse. Juif non pratiquant avant la guerre, il se convertit au catholicisme en déportation. Deuxièmement, le changement politique. Vous l'imaginez, proche des radicaux socialistes de la Troisième République, il devient un fervent gaulliste alors. Et puis troisièmement, le changement de nom. En 1946, il devient
Blore d'Assaut. En 1949, simplement Dassault, tel qu'on le connaît. Ce nom vient de char d'assaut, vraiment du char d'assaut militaire, le pseudonyme de résistance de son frère Paul, le général Darius Paul Blore, qui a rejoint, lui, Londres dès l'été 1940. Et la gratitude, chaque année, jusqu'à sa mort, donc en 1986, Marcel Dassault versera une somme d'argent au Journal d'Humanité et à la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes. Il nommera Albert Baudet, l'un de ses sauveteurs, directeur de la publicité du magazine Jour de France. Il témoignera publiquement en faveur de Marcel Paul. Cet homme de droite, devenu l'un des plus grands patrons de France, n'oubliera jamais que des communistes lui ont sauvé la vie. 1945, à 53 ans, ce sera le moment de son comeback industriel. Paralysé par une maladie post-diphtérique, Marcel Dassault reprend ses activités aéronautiques. La France est en ruine, mais elle bénéficie du plan Marshall et fait alors partie de l'OTAN. Juin 1945, l'armée de l'air lance un appel d'offres pour un avion de liaison. Marcel Dassault modifie le projet BA-30 de Bordeaux Aéronautique. Le MD 315 flamand remporte la compétition. Premier marché de 65 appareils signé le 3 décembre 1947. C'est ce contrat qui changera tout pour Marcel Dassault, un des plus grands contrats d'armement de l'époque, représentant un pourcentage non négligeable du plan Marshall. C'est ce contrat qui permettra à Marcel Dassault de se différencier et de construire son empire. Sa société devient la Société des avions Marcel Dassault, puis la Générale Aéronautique Marcel Dassault, qui produit les premiers avions à réaction français. Donc on a le premier en 1949, le MD 450 Ouragan, avant d'avoir toute une série de mystères. Et puis ensuite, viennent les Mirages, avec le Mirage 3 en 56 et le Mirage 4 en 59 qui équipent les forces françaises. Le nom mystère, Marcel Dassault l'explique en racontant que, je cite, c'est en souvenir du livre Le Docteur Mystère qui m'avait passionné dans mon enfance. Le nom Mirage, du fait de leur qualité d'attaque et d'évasive, mes avions sont aussi invulnérables aux coups de l'adversaire que le Mirage est insaisissable pour le voyageur du désert. Voilà ce que disait Marcel Dassault de ses avions. Pour Marcel Dassault, l'aviation française est une question de souveraineté nationale. La France ne doit dépendre de personne pour se défendre. Il participera ainsi au développement de la force de frappe nucléaire avec le Mirage 4. Vient ensuite l'homme politique et le patron de presse. Marcel Dassault ne s'arrête en effet pas à l'aviation. 1951, il est élu député, gaulliste donc. En 1957, il sera sénateur de l'Oise. Et de 1978 à 1986, date de son décès, il sera doyen de l'Assemblée nationale. Il crée aussi l'hebdomadaire Jour de France, concurrent de Paris Match, où il tient une rubrique, le Café du commerce. Il se passionne pour l'architecture, le cinéma, la banque et la bourse. Il est décoré de la Grande Croix de la Légion d'honneur. Le 17 avril 1986, Marcel Dassault s'éteint à Neuilly-sur-Seine. Il est alors âgé de 94 ans. Un hommage exceptionnel lui est rendu.
par le gouvernement et les plus hautes autorités de l'État. Ces obsèques se déroulent aux Invalides, un geste unique envers un industriel français. Dans le palmarès des plus grandes fortunes de France, en 1985, il est le premier. Mais ce qui reste de Marcel Dassault, c'est quand même une trajectoire extraordinaire. L'ingénieur juif traqué par Vichy, le déporté du matricule 396-11 qui a refusé de collaborer, le miraculé sauvé par des communistes, le bâtisseur qui a reconstruit l'aviation française et l'homme qui n'a jamais oublié. Jusqu'à sa mort, Marcel Dassault a gardé 3 fidélités. La première à la France et à sa souveraineté, la deuxième à De Gaulle et au gaullisme, et enfin aux communistes qui lui ont sauvé la vie. Son fils Serge reprendra ensuite la direction du groupe jusqu'en 2000. Dassault Aviation existe toujours. Le Rafale, développé après sa mort, continue de voler dans le ciel, et chaque fois qu'un Mirage ou un Rafale décolle, c'est un peu d'histoire de Marcel Dassault qui s'envole avec lui. Une histoire, en tout cas, de refus pour lui, de survie, de gratitude et de renaissance. Voilà, merci pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à éventuellement partager ou à vous abonner à la chaîne. Je continuerai en alternance avec des scripts techniques, des tutos techniques et d'autres histoires de radio du quotidien, de vous faire donc ces podcasts sur l'histoire de grands industriels ou entrepreneurs français. Donc voilà, n'hésitez pas, dites-moi si ça vous plaît. Le prochain est déjà dans les tuyaux. On se retrouve pour parler de Mademoiselle Lanvin.